sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à des millions de personnes, donc je pense qu'on peut m'aider. Donc si ça m'arrive demain, je parlerai. Oui. Et j'ai pas de honte à parler de ça d'ailleurs. Non, c'est pas une honte, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à tout âge et à n'importe qui. Donc, et s'il y a des moyens pour régler le problème, c'est que ça doit arriver souvent. Donc il faut régler le problème. Oui, c'est un peu tabou chez certains, quoi. C'est parce qu'il faut quand même se mettre à la page de nos jours. C'est des choses qui sont courantes, mais pas tout le monde le voit de la même manière. Il n'y a plus de tabou à notre époque. Qu'est-ce qui est tabou, dites-moi? Pas grand-chose. Beaucoup d'hommes ne veulent pas parler. Ah bon? Là, se cachent. Ah non, moi je suis pas de ce cas, de ces hommes-là. Alors moi j'aime bien parler et si j'ai un problème, je vais en parler dessus avec ma femme et comme elle, de même avec moi. Donc voilà, sur ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça peut arriver à tous les hommes, hein, et puis à n'importe quel âge. Ça arrive à 20 ans, comme ça arrive à 60, et à 70, 80, c'est encore pire. Mais on sait ce que c'est et on fait avec. Bah, il faut bien, hein. C'est la vie, moi je crois. Faut pas en faire un drame. Quelle doit être l'attitude de la femme lorsque ça arrive? Ben moi, enfin ça m'est... allez, peut-être arrivé une fois ou deux, ben je me tourne de mon côté, je dors. Et vous? Ben moi je dis, je reprends mieux demain. Bonsoir. Au regard de ces témoignages, parler de troubles de l'érection ne semble plus jeter un froid. Vous venez de le voir d'ailleurs. Pourtant, s'il est facile de parler du sexe en général, il n'est pas forcément facile de parler du sien, surtout lorsqu'il vous laisse tomber. En France, 2 à 3 millions d'hommes souffrent de difficultés sexuelles. Un homme sur 5 après 40 ans serait concerné. Un problème donc à ne pas prendre à la légère. Les insuffisances érectiles, quand faut-il s'inquiéter? Comment sortir de cette spirale de l'échec? Avec nos invités, le docteur Carole Burté, andrologue, sexologue et enseignante à la faculté de Nice, Pierre Arnaud, urologue au centre hospitalier d'Ajaccio. Alors avec vous, nous allons essayer de briser le silence autour de ces maladies d'amour. Alors, évolution des mœurs, liberté de parole, le discours sur les dysfonctionnements érectiles n'est aujourd'hui plus un secret. Le tabou est-il tombé ou résiste-t-il encore ? Alors, dans ma propre expérience d'urologue, je dirais que le tabou, effectivement, a tendance à tomber parce qu'on a des hommes qui viennent nous consulter, urologues, spécifiquement pour ces troubles. Cependant, je tempérerais un petit peu ça en disant que malgré tout, même si on est urologue, on a quand même des hommes qui hésitent à nous parler de ce problème-là et qui y arrivent à la fin de notre consultation sans oser en parler dès le départ. En tant que sexologue, qu'est-ce que vous constatez ? Alors déjà en tant que sexologue, et puis aussi parce que j'ai quelques années d'expérience de plus que Pierre Arnaud, je peux constater effectivement que c'est peut-être de moins en moins tabou, mais ça l'est quand même toujours. Parce que parler de sa sexualité, c'est parler de son intime, c'est parler de son couple, c'est parler de sa vie en général. Et c'est pas une démarche qui est facile à faire, comme une démarche à rencontrer un sexologue, c'est comme aller voir un psychiatre, c'est une démarche qu'on mûrit un petit peu, c'est pas si facile que ça, et c'est peut-être pas exactement le tabou, on pourrait dire. C'est plutôt les peurs et l'ignorance. Alors comment expliquer que la santé sexuelle au masculin ait été longtemps délaissée, l'homme enferré dans un silence souvent destructeur, et puis le corps médical souvent impuissant? Alors nous sommes allés voir le docteur François Pernin, chef du service d'urologie à l'hôpital d'Ajaccio, pour une explication sans tabou. Vous allez le voir. Depuis la nuit des temps, on a vécu un retard extraordinaire sur le plan médical. La femme, depuis des milliers d'années, a son gynécologue. Parce que la femme, c'était la mère, parce que la femme, c'était aussi un petit peu le jouet sexuel. Et donc, sa pathologie était prise en charge, mais depuis toujours, depuis les Égyptiens. Et l'homme, en contrepartie, était considéré comme toujours fertile. L'infertilité, c'était toujours la femme, c'était jamais l'homme. Et toujours puissant. Et la femme, quand ça dysfonctionnait, était considérée comme frigide, nymphomane, inadaptée. L'homme était enfermé dans sa toute-puissance. Et l'homme malade n'avait personne vers qui se retourner. Parce qu'il n'y avait aucun médecin capable de prendre en charge ce symptôme ou cette maladie. Alors c'est comme ça qu'on a limé les cornes de rhinocéros, coupé les moustaches des tigres et inventé des médicaments en tous sens pour gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y avait un vide médical
extraordinaire. Ce vide médical a été comblé, on le dit par un coup de hasard, en 1982. Un chirurgien vasculaire opère un malade et veut à la fois provoquer une érection artificielle en injectant du sérum physiologique dans la verge, pour voir comment ça se passait, et dilater une artère en injectant de la papavérine dans l'artère. Puis on dit qu'il s'est trompé de seringue et qu'il a injecté la papavérine dans la verge, et on a obtenu une érection artificielle. Venait de naître pour la première fois le traitement d'un symptôme. Et ce Viagra était aussi une découverte par hasard, puisque c'était un médicament vasodilatateur pour le cœur, et on s'est aperçu que les gens qui prenaient ça pour le cœur, eh bien, avaient de meilleures érections que les autres. Donc ça a été, comme souvent dans la science, des hasards, des découvertes. Et tout d'un coup, le médecin était muni d'un traitement efficace. Le médecin n'a plus eu peur d'en parler à ses malades, parce qu'un médecin qui n'a pas de traitement, il n'ose pas en parler. Et le malade est venu parce qu'il savait qu'il y avait un traitement. Parce qu'avant tout ça, lorsqu'on ne sait pas faire, il y a deux grandes voies. On psychiatrise à outrance, ou bien on se comportait comme des chirurgiens, on a imposé la chirurgie lourde, c'est-à-dire la chirurgie de la prothèse pénienne, qui existe encore, qui a ses indications, mais qu'on faisait avant beaucoup trop souvent, ou la chirurgie vasculaire, qui a pratiquement disparu, parce que les résultats ont été un petit peu imparfaits, mais qui était de la chirurgie lourde. Donc entre la psychiatrie et la chirurgie lourde, il restait la corne de rhinocéros. Grâce à ces découvertes, par hasard, on a eu enfin un traitement du symptôme, sans comprendre encore pourquoi ça se passait comme ça. Mais de plus en plus, les gens osent en parler, et les médecins osent aussi en parler, découvrir un symptôme qui fait qu'on prend le prétexte pour aller voir le médecin, je suis fatigué, ou j'ai des douleurs à cet endroit-là, et tout ça. Puis si on gratte un peu, en fin de consultation, on m'a dit, au fait, mes érections, c'est pas terrible en ce moment. On le sait, tout ça, et on pose la question beaucoup plus directement maintenant. Mais ces gens ont fait l'effort de cette démarche. Et c'est ce que je disais, si votre émission déclenche cette démarche, de dire c'est un symptôme comme un autre, je vais voir le médecin, on aura fait un grand pas, parce que ces gens restent enfermés dans leurs souffrances, et parfois des souffrances profondes qui remontent à l'enfance. Les compagnes viennent facilement avec l'époux, le compagnon, dire voilà, il y a un petit problème, on le vit ensemble. Et ça, c'est très important. Parce que la sexualité, elle évolue dans le temps. Entre la sexualité d'un 18-20 ans et d'un homme de 80 ans, parce qu'il y a toujours une sexualité, c'est plus la même. Et la physiologie même de la sexualité, on la connaît encore très mal, mais elle existe. Et un homme, s'il pense qu'à 60 ans et avoir les mêmes performances qu'à 20, il va être très malheureux. Et très souvent, je compare cette angoisse à l'athlétisme, le saut en hauteur ou le saut à la perche. De la façon dont le sportif prend son élan, on sait s'il va passer la barre ou pas. On le sait, on le voit. C'est la même chose avec les érections. À partir du moment où on se pose la question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, on est sûr que ça ne marche pas. Il faut dédramatiser ça et évacuer ça. Puis à l'autre bout de la chaîne, il y a l'homme jeune, le jeune garçon, qui vient rarement, mais qui devrait venir, parce qu'il est soumis à des normes qui n'en sont pas. Les normes du film pornographique, les normes des plaisanteries des copains, les normes qui disent que moi je suis capable d'avoir des érections pendant des heures, d'en avoir 5 ou 6 affilées, etc. Et c'est pas vrai. Chacun a sa sexualité, il n'y a pas de norme. La seule norme, c'est qu'on soit bien dans sa sexualité et bien avec son partenaire. C'est ça la seule norme. Docteur Burthe, est-ce que vous partagez l'explication du docteur Pernin en tant que sexologue ? Tout à fait. L'important, c'est qu'il n'y a pas de norme en matière de sexualité. La seule à laquelle on peut se référer, c'est effectivement le bien-être et la satisfaction sexuelle. Néanmoins, je voulais revenir juste sur un petit point. C'est pas tout à fait vrai qu'il y avait ou la psychiatrie dure, telle qu'on l'entend, psychanalytique, etc., ou bien la chirurgie. Il y a quand même beaucoup de recherches qui ont été faites, et c'est vrai que la sexologie moderne est, du moins dans sa composante, je ne sais pas si on aura le temps de parler ça, mais du moins sur les prises en charge psychologiques, très inspirée des thérapies cognitivo-comportementales. Et il y avait des thérapeutes, ça c'est les années 70 aux États-Unis, Master et Johnson, que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs, qui ont fait énormément d'études de comportementalistes sur la fonction sexuelle, mettant en place les bases des premières sexothérapies. Évidemment, ça a été des révolutions, aussi bien l'invention de l'injection intracaverneuse que le Viagra, qui a été une immense révolution pour beaucoup de choses. Mais il ne faut pas omettre non plus que de l'autre côté, beaucoup de gens se sont intéressés à ces questions de sexualité sans être complètement des médecins et sans être complètement des psychiatres. Docteur Arnaud, est-ce qu'aujourd'hui les spécialistes sont suffisamment armés
face aux troubles d'érection, aux difficultés sexuelles? Je pense que oui, on va le détailler un peu plus après, mais à l'heure actuelle, on dispose de beaucoup de moyens, à la fois, je pense, diagnostiques et thérapeutiques, avec divers traitements pour s'adapter et pouvoir à peu près répondre aux demandes et aux problèmes de la quasi-majorité des patients, ça c'est sûr. Alors, comme nous le disait tout à l'heure le docteur Pernin, informer pour dédramatiser et pour sans doute mieux gérer toutes ces défaillances. Alors, avec tout d'abord, bien entendu, un coup d'œil sur l'anatomie de cet organe, objet de tant de préoccupations. Avec le docteur Marwan Sandid, urologue, nous allons voir de quoi se compose le pénis. Voilà l'anatomie de la verge. Ici, sur la face dorsale, il y a les deux corps caverneux représentés en blanc et il y a une veine dorsale qui est importante. Et sur la face ventrale, le corps spongieux en continuité avec le gland. Le corps spongieux est traversé par l'urètre et l'urètre qui continue jusqu'à l'orifice d'où sort l'urine. Docteur Arnaud, comment se produit l'érection? Vous allez nous l'expliquer. Bien sûr. Alors on attend le schéma qui ne devrait pas tarder à arriver, la palette, voilà. Alors, ça c'est l'état de repos ou l'état flaccide. Alors qu'est-ce qui se produit? Sous l'effet d'une stimulation, quelle qu'elle soit, on va avoir une dilatation des artères à destinée des corps caverneux, qui sont deux cylindres sur le dos de la verge, qui se comportent comme des éponges finalement, dont le but est de se gonfler de sang pour permettre ce qu'on appelle l'érection, ou une rigidité. Cette rigidité de ces petits espaces anatomiques va comprimer le retour veineux figuré ici et va permettre à l'érection de perdurer et puis à l'acte sexuel d'avoir lieu. Voilà, ça c'est la mécanique. Pour le sexologue, psychologiquement, comment peut-elle se produire? Pas vraiment psychologiquement, physiologiquement, on va commencer par là. Disons que c'est un phénomène qui est neurologique, qui est vasculaire, qui est neurologique, qui est tissulaire, qui est sous composante évidemment émotionnelle. Ce qui veut dire que effectivement le sang arrive dans les corps caverneux se remplissent de sang et le sang ne repart pas, mais tout ça se fait parce qu'on a une commande. Et la commande c'est quoi? C'est le système nerveux. Le système nerveux c'est notre cerveau, la moelle épinière et les nerfs qui amènent cette commande. Et on comprend que forcément, l'érection est par nature un mécanisme instable parce que il suffit de penser à autre chose pour ne plus être en érection. Il suffit d'avoir peur pour ne plus être en érection. Il suffit même d'avoir des pathologies, je pense que Pierre Arnaud en parlera, de quelque niveau que ce soit, au niveau vasculaire, tissulaire et neurologique, pour perdre l'érection. Alors on le sait, la sexualité de l'homme est parfois jalonnée d'obstacles. L'érection peut être perturbée. Quels sont les symptômes de cette perturbation? Les symptômes, effectivement, ça peut être des pannes d'érection, ça peut être des difficultés qui vont être plus ou moins chroniques, ça peut être la difficulté à obtenir une érection suffisamment rigide pour avoir une pénétration, ou bien avoir une érection normale et perdre son érection. On parle de troubles de l'érection, mais les hommes peuvent aussi avoir des troubles sexuels bien au-delà. Quand on parle, quelle différence y a-t-il entre difficulté sexuelle et troubles de l'érection? Qu'est-ce qu'une difficulté sexuelle et qu'est-ce qu'un trouble de l'érection? Alors la sexualité, elle a plusieurs composantes. Il y a le désir. On peut avoir un trouble du désir en moins, ne plus avoir envie, en trop, avoir une addiction sexuelle par exemple. Ensuite, il y a l'excitation. L'excitation physique se traduit par l'érection chez l'homme et donc c'est un trouble de l'érection. Ensuite, il y a le plaisir. Le plaisir, c'est ressenti, c'est moins défini, c'est plus émotionnel. Il y a l'orgasme. L'homme peut avoir des troubles de l'éjaculation, trop rapide, trop lente. Et ensuite, il y a la satisfaction qu'on a à la sexualité, effectivement. On peut avoir de mauvaises relations, on peut avoir un mauvais contexte dans lequel on vit sa vie sexuelle qui peut être perturbant. Alors, le trouble d'érection, qui est touché par ce trouble? À quel âge survient-il? Et est-ce qu'ils sont fréquents? Alors, par définition, déjà, il touche les hommes. Bon, ça, c'est une banalité. Il a été défini simplement par l'OMS. La dysfonction érectile, c'est l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection satisfaisante pour permettre un rapport sexuel qui soit satisfaisant.
Il faut bien différencier la panne sexuelle, on va dire, qui va être ponctuelle, qui n'est pas forcément une maladie, qui peut arriver à tout âge, ce qu'on appelle un petit peu l'anxiété de performance, qui peut toucher les hommes jeunes, de la dysfonction érectile, symptôme d'une maladie sous-jacente associée à ce phénomène-là. Au niveau de sa fréquence, on va dire, elle augmente avec l'âge. Les études ont montré à peu près que ça touche, on va dire, une vingtaine de % des hommes entre 40 et 50 ans pour être bien plus présents. Et à peu près, on arrive à 3 hommes sur 4, au-delà de 70 ans, sont touchés par des problèmes d'érection. Quelles sont les causes des dysfonctions érectiles ? Alors, on avait préparé un petit diagramme qui montre... On le voit, il apparaît. Voilà, essentiellement, il y a des causes psychologiques qui sont quand même très importantes, plus de 2 tiers. Des causes organiques qu'on va détailler un peu après, qui ne sont pas les plus fréquentes, et des causes multifactorielles que le docteur Burté, je pense, développera un peu plus tard. Quant aux causes organiques, donc... Qu'est-ce que vous entendez par cause organique ? Voilà. Les causes physiques, pour simplifier, c'est les maladies, les défaillances d'organes. Ça peut être, par exemple, tout ce qui est facteur de risque de maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète. Le diabète a un rôle un peu essentiel parce qu'il touche à la fois les vaisseaux, comme l'a dit le docteur Burté, mais également les nerfs, les commandes nerveuses qui sont abîmées, que ce soit les nerfs des jambes, les nerfs de l'érection simultanément peuvent être touchés par ce problème-là. On peut avoir des problèmes neurologiques, malformatifs, des maladies rares, le spina bifida ou autres qui ne sont pas très fréquents, des maladies dégénératives, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, des traumatismes, les gens qui ont un traumatisme de la moelle épinière ou tout simplement du crâne peuvent avoir des dysfonctions érectiles. Il faut vraiment souligner l'action aussi délétère de certains médicaments, pas tous. Là, il faut vraiment prendre le temps de rechercher lesquels, mais essentiellement les médicaments d'hypertension artérielle, pas tous évidemment, une partie. Les médicaments que l'on prend dans les troubles de la prostate, que ce soit pour le cancer, les antiandrogènes, certains médicaments aussi que l'on donne aux patients qui souffrent d'hypertrophie bénigne de la prostate. Quoi d'autre ? Y a-t-il des facteurs hormonaux ? Les facteurs hormonaux, évidemment. Il y a ce qu'on appelle le déficit androgénique lié à l'âge, qui consiste en quoi ? À une moindre sécrétion de testostérone par les testicules des hommes vieillissants. Alors ça se dépiste facilement par un dosage biologique, un interrogatoire, chercher des symptômes en rapport avec ce déficit en testostérone. Pour terminer, il y a aussi des causes on va dire ce qu'on appelle iatrogènes, mais liés à des actes médicaux ou chirurgicaux, la chirurgie de la prostate, la radiothérapie, des causes toxiques également, le tabagisme on l'a dit, l'alcool évidemment, certaines drogues n'améliorent pas et concourent à la perte des érections. En résumé, une hygiène de vie peut être facteur, une mauvaise hygiène de vie peut être facteur de troubles d'érection. Complètement, oui, tout à fait. Quels sont les facteurs psychologiques ? Alors, au-delà des facteurs psychologiques très classiques comme la dépression, comme les psychopathologies, le facteur majeur, la raison majeure pour laquelle les hommes ont des problèmes d'érection, c'est qu'ils y pensent. Et on appelle ça l'anxiété d'anticipation. Un homme a une panne un jour, tout va bien, un jour il a une panne. Et puis le lendemain, il va se dire, est-ce que je vais y arriver ? Comment ça va se passer ? Et à partir du moment où il se pose cette question-là, ça ne peut simplement plus bien se passer, parce qu'au lieu d'avoir des pensées qui vont l'amener vers l'érotique, vers le plaisir, vers la stimulation et l'excitation, il va avoir des pensées négatives sur lui-même, et il va se retrouver en panne, et tout ça va évoluer comme un cercle vicieux. Et quelle que soit la cause, qu'elle soit organique ou non organique, dans tous les cas, ces facteurs d'ordre psychologique sont présents, et c'est pour ça qu'on dit que l'étiologie est le plus souvent mixte, en réalité. Est-ce que les conflits conjugaux peuvent entraîner des insuffisances sexuelles ? Bien entendu, parce que la réconciliation sur l'oreiller, c'est aussi quelquefois un peu une légende. Et aussi bien dans la sexualité, ça a été très longtemps le cas, ça l'est peut-être un peu moins maintenant, mais c'est un peu le lit... si je peux dire, du règlement de compte, quelquefois. Et puis aussi parce que l'homme est sensible aussi. Il n'y a pas que la femme qui ne peut pas faire l'amour quand on s'est disputé. Quelquefois, ça ne lui donne pas envie, à lui non plus. Est-ce que l'apparence physique joue un rôle dans la performance sexuelle ? En résumé, si l'homme n'accepte pas son corps, par exemple, est-ce que cela peut entraîner la survenue de troubles ?
Très certainement. On note que chez les patients qui sont vraiment en obésité, il y a effectivement plus de troubles de l'érection. Mais l'impression que j'ai, c'est que les femmes sont beaucoup plus soumises à la pression de l'esthétique que les hommes. Et il est rare qu'une femme qui se sent mal dans son corps soit dans le désir sexuel, alors que, enfin du moins dans mon expérience, mes patients me rapportent pas tellement ce type de considération. Alors voilà pour les ennemis de l'érection. Pour éviter quelques désagréments, à partir de quel moment faut-il donc s'inquiéter et surtout consulter ? À partir de quel moment faut-il s'inquiéter ? Comme on l'a dit un petit peu, alors si c'est une panne ponctuelle et isolée chez un homme jeune qui n'a pas de troubles de santé majeurs, je pense qu'il faut passer outre et puis se dire que c'est un épiphénomène qui devrait ne pas se reproduire. À partir du moment, je pense, où c'est quelque chose de récidivant qui s'installe et qui a un retentissement, comme on le disait, sur la vie générale du sujet, à ce moment-là, il faut aller consulter. Et le message important, c'est avant de se diriger vers un spécialiste, déjà on peut commencer tout simplement par aller voir son médecin généraliste, qui sont de plus en plus formés désormais à ces problèmes-là, et qui lancera les premiers examens, quitte à orienter ensuite vers divers spécialistes. Est-ce qu'il faut consulter très vite et aller vite vous voir, par exemple ? Je pense qu'il faut consulter quand on en souffre. Voilà, parce qu'effectivement, d'abord, on ne peut pas parler de dysfonction érectile avant un certain temps d'évolution. En principe, c'est 3 mois, donc il ne faut pas se précipiter non plus. Effectivement, le premier interlocuteur, c'est le médecin généraliste. Les médecins généralistes ont très très peu été formés à la dysfonction, à traiter les dysfonctions érectiles, tout simplement parce qu'on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, le Viagra, 1998, donc c'est quand même quelque chose de très très récent. Aujourd'hui, les généralistes ont à disposition des recommandations qui ont été faites par des groupes d'experts et qui peuvent leur permettre de prendre en charge très facilement les troubles de l'érection, mais dans certains cas, bien entendu. Et c'est vrai qu'on parlait des étiologies tout à l'heure, mais plutôt que de parler de l'étiologie organique, psychologique, en fait, nous, on ne raisonne pas de cette manière-là. On parle plutôt de troubles simples ou de problématiques compliquées. Parce que c'est notre démarche professionnelle et thérapeutique, elle va dépendre plutôt de ça. Par exemple, un trouble simple, c'est un patient qui a des problèmes d'érection depuis peu de temps, qui vit en couple avec quelqu'un qui s'intéresse également à la vie sexuelle, tout se passe bien, ils s'entendent bien, et puis il a quand même des érections de temps en temps. Ça, c'est une problématique simple, le médecin généraliste peut tout à fait le prendre en charge. Un trouble plus compliqué, c'est par exemple un jeune homme qui n'a jamais eu d'érection, il n'a jamais pu avoir de rapport sexuel. C'est par exemple un couple qui s'engueule toute la journée. C'est des troubles qui sont très très anciens avec de multiples facteurs. Et là, effectivement, le médecin généraliste, s'il peut conseiller au départ, a peut-être intérêt aussi. Il oriente. Il oriente pour qu'on puisse travailler ensemble, parce que l'idée, c'est de travailler en collaboration. Mais quels sont les freins de la consultation ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Parce qu'il y en a qui n'y vont pas. Hein. Oui, nous, dans notre expérience d'urologue, effectivement, je me répète un peu, mais c'est vrai qu'il est assez rare qu'on vienne nous consulter typiquement pour une dysfonction érectile. Comme le disait M. Pernin dans le reportage, c'est quelque chose qui va apparaître à la fin de la consultation, assez souvent, alors que nous, on a besoin de temps. Ce que dit Mme Burté, effectivement, quand on a des problèmes complexes, ce sont des consultations vraiment à part entière et spécialisées qui prennent beaucoup de temps, d'interrogatoire, d'examen et d'examen complémentaires également, pour pouvoir commencer à résoudre ou envisager de résoudre les problèmes. Quelle est la moyenne d'âge qui viennent chez vous, qui viennent vous consulter ? Si on doit faire une moyenne, je dirais quand même après la cinquantaine. Ouais. Vous n'avez pas du tout de jeunes de 18 à 25 ans ? Bien entendu, beaucoup et de plus en plus. De plus en plus, parce que les jeunes sont soumis à une très grosse pression. La sexualité est en train d'évoluer énormément. Parce que d'abord, il y a les représentations, l'image, la pornographie qui les influence. On imagine aujourd'hui que le sexe, c'est une érection qui dure tant de temps, de telle manière, avec telle dimension. Donc, ils sont très perturbés par ça. Puis, ce qui évolue aussi beaucoup, c'est les représentations de la sexualité féminine. Et du coup, les jeunes hommes sont très mal à l'aise parce qu'ils ont peur de ne pas bien faire, de ne pas être à la hauteur d'une pseudo-demande qu'auraient les filles. Et d'ailleurs, les filles jouent souvent le jeu. Ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui sont en grande difficulté de ce côté-là.
Alors nous allons voir que certains n'ont pas hésité à faire le premier pas. Ils sont allés d'abord chez un médecin généraliste, puis chez un urologue pour aborder avec eux leurs problèmes. Le témoignage d'un patient, pour préserver bien entendu son intimité, nous avons respecté son anonymat en transformant sa voix. À l'époque, j'étais marié, ma femme ne s'en inquiétait pas, elle, puisque la sexualité allait toujours. Et depuis que je suis séparé, j'ai un peu honte de rencontrer quelqu'un et de l'expliquer que j'ai la verge qui est déviée et tout. Donc je voulais consulter et puis voilà, ça y est. Avoir une réponse à votre maladie, avoir un diagnostic, tout à fait. Et éventuellement une prise en charge si elle était possible. Il est important de dire que donc, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu d'autres problèmes associés à cette déviation. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un problème d'érection. Oui. C'est que depuis le mois de juillet, avec cette histoire de verge déviée, je ne voulais pas aller ailleurs, j'avais pas de. C'était tout dans la tête. Je voulais d'abord être soigné et puis après. Après, vous lancez vers de nouvelles aventures amoureuses. Voilà. D'accord. Je commence à aller mieux dans ma tête parce que j'avais toujours ce problème de dire mais comme je sais que c'est irrémédiable, de toute façon, comme vous m'avez dit, il va bien falloir que je me lance, quoi. Non, ça va mieux, là ça va, là, ouais. Mais je vous dis, c'était vraiment dans la tête et maintenant je commence à... Le fait d'avoir consulté a permis de vous rassurer, de voir qu'il y avait des prises en charge possibles par rapport à... Et puis, à tout ce que vous m'avez fait comprendre, c'est que ma verge sera toujours plus ou moins tordue, donc maintenant... Il y a des traitements qui sont possibles. Pour le moment, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que il faudra qu'on voit l'importance de la déviation. Voilà, c'est ça. Pour le moment, on n'avait pas la possibilité de l'apprécier sereinement, étant donné que à la maison, c'était difficile pour vous de nous faire des clichés. Donc, tout à fait. Avant d'éventuellement apprécier le retentissement de cette déviation et de vous proposer un traitement si c'est nécessaire, parce que des traitements sont possibles, chirurgicaux essentiellement, si la déviation est importante, il faut qu'on sache l'étendue des dégâts. Ça m'a jamais gêné, de toute façon. Voilà. Est-ce que en parler aujourd'hui vous conduit vers la guérison ? Ah oui, complètement. C'est ce que ça me fait du bien et là, je sens que je renais en ce moment. Bien. Que pensez-vous de ce témoignage ? Il a osé, même si on ne le voit pas, il a osé nous expliquer son problème. Nous le remercions d'abord parce que ça n'a pas été évident. Que pensez-vous de cette démarche ? Elle est très courageuse. Elle est très courageuse parce que c'est vrai qu'exposer ces problématiques, c'est déjà pas facile, on l'a vu, de franchir le pas du cabinet pour venir en parler. Alors de là à en parler à la télé, effectivement, félicitations à ce monsieur, mais je crois que ça apporte beaucoup à tout le monde d'entendre ce type de témoignage. Parce que justement, ça peut les encourager. Ça peut être monsieur tout le monde, justement, et ce sont des monsieur tout le monde. Quelle est la pathologie de ce patient ? Alors ce monsieur que je remercie à mon tour également pour son courage souffrait en fait d'une double problématique. Il est venu me voir pour ce qu'on appelle une maladie de la Peyronie. Il ne connaissait pas l'appellation de cette maladie. C'est son médecin généraliste qui me l'avait orienté pour ça. Donc c'est une courbure acquise de la verge, une maladie qui survient avec l'âge essentiellement, des facteurs qu'on ne connaît pas ou qu'on maîtrise mal du moins, qui se traduit par une courbure de la verge non pas au repos mais en érection. Et en grattant un petit peu sur cette problématique-là, on s'est rendu compte, comme il explique très bien, c'est qu'associé à ce problème-là, étant donné qu'il avait des bouleversements dans son couple, s'était associé une véritable dysfonction érectile chez un patient avec des facteurs de risque cardiovasculaires, puisqu'il a déjà des stents dans ce qu'on appelle les petits ressorts dans les artères coronaires. Voilà les maladies un petit peu du patient tabagique avec une hygiène de vie, on va dire, pas tout à fait correcte, avec déjà un retentissement sur ses vaisseaux. Des troubles irréversibles ? Des troubles irréversibles, pas forcément. Alors cette maladie-là, une fois qu'elle est constituée, on peut la freiner quand c'est ce qu'on appelle, elle est en phase active, lorsqu'elle s'installe
avec des médicaments assez simples, on peut essayer de limiter les douleurs et la déviation. Une fois qu'elle est installée, c'est ce que j'explique au monsieur, c'est que soit la déviation ne le gêne pas du tout et c'est, on va dire, purement esthétique, et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire et c'est pas nécessaire d'intervenir. Par contre, s'il y a une déviation très importante de sa verge, il y a des moyens chirurgicaux divers et variés pour redresser cette déviation et lui permettre d'avoir une sexualité la plus convenable possible. Alors, quelles sont les répercussions de tous ces troubles d'érection sur la vie de l'individu ? Elles sont énormes. Elles sont énormes parce que, effectivement, l'attention du patient, de la personne qui souffre de ce type de problème, va être essentiellement centrée sur son érection, sur sa capacité à avoir ou ne pas avoir d'érection. Et par conséquent, toute la sexualité ne va finir par être plus centrée que sur l'érection. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de gestes de tendresse, il ne va plus y avoir d'intimité, il ne va plus y avoir de dialogue, il ne va plus y avoir de partage. L'homme peut se retrouver enfermé. La femme, face à lui, va forcément avoir une réaction face à ça. Justement, quelle attitude devrait avoir la femme face à... Avant de parler de son attitude, déjà, ces réactions qui sont les plus fréquentes. Une femme dont l'homme n'a pas d'érection se dit « je ne suis pas désirée ». Et quand elle se dit « je ne suis pas désirée », elle se dit « je ne suis pas belle », il ne m'aime plus, il en a une autre. Ce qui rajoute une nouvelle problématique et à nouveau une pression autour de cette intimité qu'il n'y a d'ailleurs plus, qui va encore pérenniser le problème. Et tout ça peut conduire à finalement des attitudes d'enfermement sur soi-même qui peuvent avoir des répercussions dans la vie de tous les jours ou conduire même à la dépression parfois. Alors, effectivement, la femme, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Voilà, quel doit être son rôle ? La femme, il faut qu'elle garde son rôle de partenaire, et c'est-à-dire il faut qu'elle l'aide, il faut qu'elle reste dans l'érotique, il faut qu'elle l'aide à développer d'autres stratégies pour parvenir à avoir une vie intime qui continue à être satisfaisante, et bien entendu qu'elle l'encourage à se faire traiter, parce qu'aujourd'hui, plus aucun homme ne doit rester avec un trouble de l'érection. On a toutes les solutions pour ça. Docteur Arnaud, est-ce que les couples viennent vous voir ensemble ou est-ce que l'homme atteint vient seul ? C'est assez variable. Disons qu'en général, l'homme qui consulte en urologie, pour ma part, vient rarement seul. Il y a assez souvent la compagne qui est présente. Alors, est-ce que ça participe justement au fait qu'il n'ose pas en parler rapidement dans la consultation? C'est peut-être possible. En tout cas, certaines compagnes sont prêtes et tout à fait ouvertes au dialogue. Et on recherche ce dialogue avec la partenaire. Cependant, si c'est un frein pour la consultation, l'homme peut tout à fait venir seul dans un premier temps, énoncer le problème, quitte à ce qu'on se revoie ensuite avec la partenaire pour parler des traitements, parce que effectivement, pour nos traitements urologiques, on va dire purs et médicamenteux ou autres, la femme peut avoir un rôle vraiment important. Alors justement, si on ose en parler, est-ce que les troubles peuvent rapprocher le couple ? Absolument. Absolument. Et aller vers la guérison, peut-être. Absolument. Et effectivement, et ça, on le voit particulièrement. Alors, dans un cas, juste un petit cas particulier, c'est quelquefois, effectivement, un homme va avoir des problèmes d'érection, notamment après une chirurgie, et va commencer à avoir des difficultés alors qu'il n'en avait pas auparavant. Ça arrive chez des hommes qui sont en bonne santé par ailleurs. On est complètement en dehors de tout ce qu'on décrivait tout à l'heure. Et à l'occasion de cette situation, on va les prendre en charge, notamment sur le plan sexologique. Et quelquefois, on découvre que leur vie sexuelle, finalement, qui était satisfaisante, ne l'était pas tant que ça, et quelquefois c'est beaucoup mieux après que ça l'était avant. Alors, quelle est la tâche du sexologue, justement, dans la prise en charge des troubles sexuels ? Alors, disons que l'urologue, c'est un spécialiste, comme on l'a dit, de l'organe. Lui, il va s'intéresser aux symptômes. Le symptôme, c'est l'érection. Mais l'érection, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Un symptôme, c'est un signe. On va traiter le signe en prenant des médicaments. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce signe ? Est-ce que c'est quelque chose d'ordre, comme on disait tout à l'heure, relationnel, psychologique ? Est-ce qu'il y a une maladie ? Comment ça se passe au niveau du couple ? Comment ces gens vivent leur sexualité ? Nous, on a une vision qui est, on va dire, plus globale et plus large de la problématique. Et l'idée, effectivement, c'est de donner un médicament, mais comme aide à une prise en charge. Mais au-delà du médicament, quelle thérapie proposez-vous ?
Alors les sexothérapies sont des thérapies qui sont basées sur les thérapies cognitivo-comportementales et en fait c'est ce qu'on utilise énormément aujourd'hui dans la psychiatrie moderne. C'est la mise en relation pour une personne entre d'une part ses systèmes de pensée, ce qu'on appelle les cognitions, d'autre part ses émotions et troisièmement ses comportements. Très facile à comprendre, j'ai pas d'érection, je vais pas y arriver donc j'ai peur. Par conséquent, je me bloque et donc je n'ai pas d'érection. Et on est dans un cercle vicieux qui se fait au niveau de la personne, au niveau de sa partenaire et dans la troisième dimension, au niveau du couple. Et notre travail, c'est de décrypter tout ça. Alors, quelle que soit la thérapie que vous proposez, il faut quand même que le patient soit très motivé, de même que sa partenaire. Absolument. Et alors, vous arrivez à les faire avancer ensemble? Alors justement, le médicament a révolutionné tout ça parce que le médicament permet de sortir du cercle vicieux. Moi, aujourd'hui, je ne vois quasiment plus de patients qui n'ont pas pris un traitement un jour. Et ils n'en sont pas satisfaits. Parce qu'ils n'ont pas pu l'arrêter, parce qu'ils en ont peur, parce qu'on ne leur a pas expliqué, parce que cette prescription, elle n'était pas du tout entourée. Et donc, effectivement, s'il y a déjà une motivation, c'est de mieux comprendre. C'est pas forcément des prises en charge qui durent très longtemps, et même souvent c'est assez bref, mais c'est effectivement la motivation du mieux-être. Alors, pour pallier aux difficultés d'érection, il existe aussi des médicaments. Les médicaments à la rescousse, nous allons pousser la porte d'une pharmacie pour voir quelles sont ces pilules de l'amour. L'évolution de la société et l'avènement de traitements efficaces lèvent peu à peu le voile sur les problèmes d'érection. Aujourd'hui, l'homme n'hésite plus à pousser la porte d'une pharmacie pour entreprendre lui-même quelque chose pour améliorer sa capacité érectile. Je pense qu'actuellement, quand même, ils viennent relativement facilement par rapport à avant. Mais chez nous, ils viennent avec une ordonnance. Donc la démarche, d'après moi, qui a été la plus dure, était de s'adresser à un médecin. Mais même chez nous, c'est quand même toujours quelque chose, sans être tabou, qui n'est pas vraiment naturel. Actuellement, je pense que c'est le Cialis qui est le plus prescrit, suivi du Viagra et enfin du Levitra, qui sont les trois molécules les plus souvent prescrites. Mais j'avais lu une étude qui disait que la Corse était une des régions qui vendait le plus de ce type de produit. C'est-à-dire Viagra, Cialis, tout ça. Mais est-ce que c'est dû aussi avec l'afflux saisonnier où il y a une population plus nombreuse? C'est peut-être ça aussi qui entraîne cela. La population de jeunes est très rare parce que bien souvent, les jeunes ne sont pas concernés par ce genre de problème. Mais apparemment, il y aurait pas mal de ventes de Viagra, tout ça sur Internet. Et là, je mets en garde tous ces jeunes ou moins jeunes qui commandent sur Internet. Plus de la moitié des médicaments vendus sur Internet sont des faux, avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence. Je voudrais vous demander, qui détermine le médicament? Alors, et à partir de chaque trouble d'érection, un médicament approprié. Alors comment ça se passe? Alors, comme le disait Carole, déjà ce qu'on constate assez fréquemment, c'est que les patients qui viennent nous voir pour ce type de problème ont, pour la majorité, déjà essayé quelque chose, avec ou sans succès, justement parce qu'on ne leur explique pas forcément le mode de fonctionnement de ces médicaments. Pour expliquer, alors pour détailler un petit peu ces médicaments d'érection, et pour revenir sur le reportage, il y a d'autres molécules qui n'ont pas été citées sur le marché, une autre notamment, qui est à peu près équivalente, hein, et puis des molécules qui vont arriver également. Ce sont des aides. Il ne faut pas voir ça comme un interrupteur, on va dire, ou on, ou plutôt off. Il n'y a pas d'érection, je prends le médicament, on, il va y avoir une érection, pas du tout. Ce sont des médicaments qui inhibent, on va dire, qui empêchent l'action d'une enzyme qui dégrade l'érection dans les corps caverneux de la verge, localement. Donc, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait déjà une situation amoureuse, un stimulus, pour permettre une érection. Évidemment, comme même le disait le patient dans le reportage, si on prend un comprimé comme ça chez soi, au fond de la cave, dans le noir, il ne va pas se passer grand-chose. Donc ce sont des médicaments qui nécessitent une situation, on va dire, amoureuse adaptée. Donc si je comprends bien, ces médicaments peuvent être efficaces, mais ils ont leurs limites.
Ils ont leurs limites et on voit effectivement certains patients qui ne sont pas répondeurs à ce type de molécules. Et là, c'est à nous, au cours de notre consultation, de voir déjà qu'est-ce qu'ils ont pris, comme dit le pharmacien. Déjà, est-ce que c'est une molécule originelle? La plupart du temps, quand même, c'est le cas. Quel dosage? À quelle fréquence? Est-ce qu'il a bien respecté l'intervalle recommandé entre la prise des médicaments? Est-ce qu'il ne prend pas d'autres médicaments, etc. Tout ce qu'on a dit. Justement, est-ce qu'il y a des contre-indications? Ça, c'est relativement décrit, bien évidemment. Par exemple, on fait bien comprendre aux patients qu'il faut qu'il ait un état cardiaque qui permette l'accomplissement d'un rapport sexuel. Le but, c'est pas de mettre les patients en danger. Le rapport amoureux, on va dire, c'est une activité physique, on va dire, comme une autre, avec plus ou moins d'intensité, évidemment, selon l'âge et le type de rapport. Mais il faut que le patient, globalement, nous, ce qu'on nous apprend, pour débrouiller un petit peu la situation, soit capable de monter 2 étages d'une résidence à pied sans être essoufflé. Ça, c'est une évaluation vraiment très sommaire. Par contre, effectivement, si on sent ou à l'interrogatoire ce patient a des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, ce qu'on a dit, l'hypertension, le diabète, du surpoids, le tabac, des troubles du cholestérol ou des triglycérides, il ne faut pas hésiter, pour notre part, à l'envoyer chez un cardiologue qui nous donnera ou non le feu vert pour l'utilisation de ces molécules. Il y a aussi des associations à éviter, notamment les dérivés nitrés, donc certains patchs essentiellement utilisés pour les patients qui ont par exemple de l'angine de poitrine, ou dans le côté festif par exemple ce qu'on appelle les poppers, qui sont des solvants qui s'inhalent et qui ont des vertus, on va dire, euphorisantes, sexuelles ou des actions même mécaniques sur les sphincters et qui peuvent donner des situations dramatiques avec des chutes de tension très importantes qui peuvent mettre la vie des patients en danger. Tout à fait. Docteur Burté? Oui, je rajouterais effectivement, le plus important à comprendre, c'est que en fait, les médicaments par voie orale de l'érection sont des médicaments qui bloquent un processus naturel qui existe dès que l'homme est en érection dans ses corps caverneux, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des réactions chimiques qui se passent et les corps caverneux fabriquent des facteurs qui vont venir inhiber l'érection. Et lorsqu'on prend ces médicaments, cela bloque les facteurs qui bloquent l'érection. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de démarrage d'érection. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de désir. On parlait tout à l'heure des différents troubles sexuels. Un homme, par exemple, qui est en déficit androgénique, il n'a pas assez de testostérone, il n'a pas assez de désir, il n'a pas le terrain suffisant pour que son érection se développe. Lui, il ne va pas avoir d'effet de ces fameux traitements. Un homme qui a des artères qui sont bouchées ou une pathologie neurologique ou après une chirurgie pelvienne, il peut ne pas avoir d'effet de ces traitements. Par conséquent, dans ces cas-là, évidemment, ça ne marche pas. Et les patients doivent bien comprendre qu'il y a la prise du médicament, il y a le moment où on le prend, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles on prend, et il faut être dans un acte amoureux, érotique. Est-ce que la femme doit avoir peur d'une érection médicamenteuse? Absolument pas. Et justement, il faut bien que la partenaire comprenne bien que ce n'est pas une érection qui n'est pas quelque chose de non naturel. C'est naturel. C'est une érection naturelle en réponse à un désir naturel et le médicament ne sert simplement qu'à amplifier des réactions. Alors les hommes qui ont des difficultés sexuelles ont tout intérêt donc à se traiter. En revanche, si l'homme est à la recherche d'un doping sexuel, quelles seront les conséquences s'il abuse de ce type de traitement? S'il abuse de médicaments, de pilules? Déjà, il y a un danger, malgré tout. Parce que vous avez vu que les jeunes achetaient via Internet. Il y a un danger, on va dire, pour la santé, parce que c'est des molécules, comme le docteur Burté l'a dit, qui sont des principes actifs. Donc il peut y avoir des conséquences pour le foie, pour les organes, les reins. Enfin, le problème d'un surdosage, on va dire, dans n'importe quel médicament actif. Après, ça dépend un petit peu des produits ou des médicaments qui sont utilisés. Est-ce qu'il est vraiment actif? Mais tous les médicaments ou les traitements qu'on peut avoir pour les troubles de l'érection peuvent avoir des effets importants. Alors, pas tant les médicaments, on va dire, oraux, les comprimés qui facilitent les érections, mais d'autres types de traitements tels que les injections qu'on peut faire dans la verge peuvent avoir des conséquences un petit peu néfastes pour le patient qui viendrait à faire une injection trop importante sans contrôle médical, on va dire.
Quel est le danger pour le jeune ? Le danger, il n'y en a pas réellement si effectivement il prend ce type de traitement de façon ponctuelle, occasionnelle, non associée encore une fois à des drogues et particulièrement les poppers. C'est quand même très répandu dans la pratique des jeunes. L'intérêt, il n'y en a pas vraiment, parce que si l'érection est normale, il aura une érection normale de toute façon avec son traitement ou sans son traitement. Mais le danger pour lui surtout. Le danger pour lui, il n'y en a pas, ce serait d'abuser. Ce serait d'abuser ou de tomber effectivement sur des contrefaçons qui ont été mal faites avec tous les risques que ça comporte sur la santé et le fait que ce ne soit pas contrôlé. Ceci dit, nous, on ne les prescrit pas, c'est-à-dire que ça ne fait pas du tout partie de nos prescriptions, le côté récréatif, etc., bien qu'on ait conscience que ça existe, comme vous le voyez dans le reportage. Mais ne pensez-vous pas que justement auprès des jeunes, il ne devrait pas y avoir une éducation à ce niveau-là ? Est-ce que vous, sexologue, voire même médecin, n'auriez pas un rôle à jouer auprès de l'Éducation nationale, par exemple ? Ah, absolument. Dans ce domaine-là, tout est à faire. Aujourd'hui, on est en 2015. L'éducation à la sexualité n'existe pas. N'existe toujours pas. À l'école, au lycée, je crois qu'il y a 2 fois 2 heures de cours qui sont essentiellement centrés sur la contraception, sur la procréation et sur les maladies sexuellement transmissibles. Ce qui veut dire que les jeunes démarrent leur vie sexuelle sans aucune connaissance de ce que c'est la physiologie d'un homme, la physiologie d'une femme, avec des peurs, être enceinte, moins maintenant, mais ça existe encore, ou attraper la mort. Et ça, c'est grave. Alors, à côté de ces traitements par voie orale, il y a des traitements par voie locale. Quels sont-ils ? Alors, oui, pour revenir un petit peu sur les traitements par voie orale, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y avait à une époque, quand j'ai commencé l'urologie, il y a quelques années, des traitements, ce qu'on appelait de relance, en mettant à part ce que disait M. Pernin, on va dire les aphrodisiaques qui n'ont pas de vertu, on va dire, avérée scientifiquement, des traitements de relance dérivés de plantes, etc., n'ont pas démontré d'efficacité et nous ne les prescrivons plus désormais depuis l'avènement de ces molécules pharmacologiques, on va dire. Il existe, quand c'est justement votre question de tout à l'heure, ces médicaments ne fonctionnent plus, on va dire monter d'un cran. Éventuellement en proposant ce qu'on appelle l'injection, sous quelque forme que ce soit, de prostaglandine E1, pour pas être trop technique, on va dire que c'est une substance vasoactive qui va être injectée soit directement dans les corps caverneux ou déposée sur le gland ou à l'intérieur de l'urètre par divers dispositifs, et permettant cette fois-ci, dans la plus grande majorité des cas, l'obtention d'une érection. Bien qu'il faut quand même dire qu'il y a des patients, notamment des diabétiques évolués, qui n'ont plus une élasticité, on va dire, des corps caverneux, qui ne sont plus entretenus avec des érections perdues il y a des années de cela, n'ont plus la possibilité de regagner une érection normale. Mais ces traitements, on va dire, de prostaglandine vont permettre d'obtenir chez une majorité de patients non répondeurs à des traitements plus simples, une érection de qualité satisfaisante. Après, sur les moyens, on va dire, il y a d'autres moyens qui sont plus mécaniques plutôt que chimiques. On peut proposer, pas à tous les patients, mais des systèmes, ce qu'on appelle le vacuum ou de pompe à vide, qu'elles soient manuelles ou électriques, qui vont permettre surtout, par le vide, d'obtenir une érection, de mettre un petit garrot à la racine de la verge. Essentiellement, on le propose en rééducation. Et pour terminer, alors vraiment, nous, urologues, quand plus rien ne marche et qu'il y a une demande et un terrain qui s'y prête, évidemment, c'est la chirurgie avec notamment ce qu'on appelle les implants péniens. Alors, avant d'en arriver là, comment prévenir ces affections de la virilité ? Ça va être notre conclusion d'ailleurs. Écoutez, c'est très simple, vous l'avez vu, les corps caverneux sont des fibres musculaires. La sexualité, c'est une fonction. Et dans le corps, vous avez des fonctions vitales, comme les battements du cœur, et des fonctions qui ne le sont pas. Les fonctions non vitales, il faut les entretenir. Alors la première prévention, ce serait déjà d'avoir une vie sexuelle régulière, bien entendu, et puis tous les conseils de manière beaucoup plus générale sur l'hygiène de vie pour éviter les cofacteurs, notamment sur le plan cardiovasculaire. Et pour vous, docteur Arnaud ? Je rejoins ce que dit le docteur Burté, à savoir que, alors essentiellement, les problèmes contre lesquels on se bat actuellement, c'est les maladies cardiovasculaires. Avoir une activité physique régulière, manger, on va dire, sainement, éviter les intoxications tabagiques, alcooliques en excès, évidemment, ou d'autres substances, vont permettre au moins de limiter la survenue de ces troubles. Et je pense aussi qu'il y a une chose importante, c'est que l'homme devrait
arrêter de centrer toute sa sexualité sur sa capacité ou non à avoir une érection. Voilà, en tout cas, en parler, c'est faire le premier pas vers la guérison. Alors, messieurs, ne vous enfermez plus dans ce silence parfois destructeur. Osons donc tous ensemble en parler. Merci d'avoir participé à cette émission et merci de nous avoir suivis. À très bientôt.